Voici les chemins de la connaissance. Michel Chilowitz présente Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge. Aujourd'hui, Samuel Abramovitch, professeur, parle de Troyes, de l'autodafé de 1988, des foires de Champagne, de Rachy, de son apport pour les chercheurs et pour le français médiéval. Samuel Abramovitch, né avec le siècle en 1900. Professeur à Troyes, vous êtes intéressé aux Juifs médiévaux de votre ville et de la Champagne. Les Juifs étaient installés en Gaule bien avant l'ère chrétienne et l'arrivée des Francs. Il existait, en effet, une communauté juive à Troyes vers l'an 1000. Nous en avons des preuves. Politiquement, la Champagne est encore, à ce moment-là et jusqu'au XIIIe siècle, sous le régime féodal et représente, géographiquement parlant, un domaine très étroit. Une bande de terre entre la Seine et la Loire. La Champagne ne sera rattachée à la France qu'en l'année 1287, lors du mariage de Philippe le Bel avec Blanche, fille d'un des comtes de Champagne, eux qui dirigeaient ce domaine et qui ont toujours agi avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de tolérance même à l'égard des Juifs. À ce domaine donc de la Champagne, les comtes de Champagne, qui, grâce à un régime de grande tolérance, ont permis aux Juifs de vivre dans une atmosphère de relative tranquillité. Les Juifs, à ce moment-là, ne vivent pas au XIIe et au XIIIe siècle en êtres marginaux. Ils ont des relations, même avec l'Église, et Saint Bernard de Cîteaux, évêque de Clermont, qui a suggéré la deuxième croisade, et y a même participé, recommande de ne pas molester les Juifs, de ne pas les persécuter, comme c'était le cas dans la plupart des provinces rhénanes à cette époque. Et il va même jusqu'à déclarer qu'ils ne sont pas entièrement responsables de la mort du Christ. Sur les 30 000 Juifs qui représentent alors la Champagne, dans les villes ou villages voisins, comme Sens ou Ramrut, un grand nombre participaient, certes, aux transactions marchandes des foires de Champagne, mais un assez grand nombre exerçait également d'autres rôles secondaires. On en voyait beaucoup d'abord qui étaient interprètes, un rôle nouveau, car s'ils parlaient, eux, hébreu, la plupart des gens avec lesquels ils étaient en rapport et qui étaient venus pour les foires de Champagne, qui venaient de Grèce, qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Italie, ne connaissaient pas l'hébreu. C'étaient donc des interprètes, les premiers parmi lesquels, dans l'Antiquité, on a entendu parler. Ils ont été, j'en parlerai, changeurs ou banquiers, et ils ont été aussi, en grande partie, viticulteurs. Mais je voudrais tout d'abord indiquer le rôle des Juifs dans la création des foires de Champagne, qui étaient de grandes réunions, qui attiraient des foules parmi lesquelles il y avait beaucoup de Juifs. Ces réunions de foires de Champagne étaient de véritables rendez-vous internationaux qui bénéficiaient presque constamment des comtes de Champagne. Pourquoi l'importance de ces Juifs? D'abord, ils étaient restés en communication avec les communautés juives orientales. Je dirais d'abord que 2 foires avaient lieu annuellement à Provins et à Troyes. Chacune d'elles durait 7 semaines et s'accompagnait de fêtes splendides. Ces foires
était la conséquence de l'essor économique du continent. Pendant longtemps, le commerce avec l'extérieur était extrêmement limité. Chaque seigneur fabriquait ses outils. 11e et 12e siècle, immense révolution, les croisades, qui créent des relations nouvelles. Toute l'Europe, ou presque, est sillonnée par des marchands. Qu'est-ce que les Juifs ont apporté? Ils ont introduit en Europe, et surtout en Champagne, les étoffes, les céramiques du Levant, sans parler d'une multitude d'autres choses, des médicaments empruntés aux Arabes. On pouvait admirer en effet dans ces foires de Champagne, et acheter bien entendu, des pelleteries de Barcelone ou d'Allemagne, des cuirs fournis par la Champagne, des toiles. On vendait en effet jusqu'à Constantinople la basane de Troie. Et surtout, ces Juifs ont apporté, et c'est d'importance, des épices qu'ils ont apportées en grande partie. Des épices qui ne jouaient pas seulement un grand rôle en cuisine, mais aussi en médecine. Et j'y ajouterai même, à titre secondaire, un marché d'esclaves, qui était assez important et qui accompagnait ces foires. Comment ne pas parler de Rachi, cette gloire intellectuelle, religieuse de sa ville natale et universellement appréciée? Son œuvre essentielle, ce sont les commentaires de la Bible et du Talmud. Or, ces commentaires de Rachi sont indispensables pour comprendre avec rigueur et avec la clarté d'esprit nécessaire le texte de la Bible. J'ajouterai que les chrétiens et les juifs vivaient de bonne intelligence, que les chrétiens et les juifs étaient tous les deux attachés à la Bible et aux études sur la Bible, à un point de vue parfois différent, mais ils se reliaient souvent et ils avaient des réunions fréquentes. Voilà ce qui est important. Si Rachi parle naturellement hébreu, il exprime aussi dans la langue française de l'époque. Le français, à ce moment-là, c'est un dialecte. Le dialecte champenois était identique à celui de l'Île-de-France, car c'est un siècle et demi après que le français s'est constitué en langue de l'Île-de-France, parce que c'est précisément dans l'Île-de-France qu'a commencé à se reprendre des véritables français. Rachi traduit toujours, et c'est important, en langue vulgaire française de l'époque, et dans un but essentiellement pédagogique, le français de cette époque, les mots qu'il veut expliquer à son entourage. Et pour connaître l'état phonétique et l'état morphologique de la langue française de cette époque, Rachi nous présente comme le plus ancien dictionnaire judéo-français du XIIe ou du XIIIe siècle. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être dire que ces mots étaient écrits en caractère hébreu, mais ils étaient donc, c'était des mots de vieux français? Exactement. C'est ainsi qu'on pouvait entendre le mot salude pour dire salutation à l'époque de Rachi. Qu'on pouvait entendre le mot luces, de lux latin, pour dire des lumières. Qu'on pouvait entendre d'une manière courante le mot perca, qui signifie une étendard. Le mot plusieurs n'est pas autre chose que le mot qui signifie nombreux. La ventance étant la fierté. Le justicier est un juge. Enfin, le menuisier n'est pas autre chose qu'un homme qui coupe des petites choses en morceaux du latin menu. L'auto da fé de Troyes est un événement tragique. L'auto da fé de Troyes
c'est déjà comme une sorte de progrès. Un complot se forma de la manière suivante, dont voici le prétexte. Il y avait eu à Troyes un assassinat. L'auteur de cet assassinat a immédiatement été attribué à un juif. On l'apporte dans cette maison juive un jour de Pessah, un jour de Pâques. Immédiatement, on l'attribue aux juifs à cause de ce que l'on appelait déjà depuis longtemps un crime rituel. On réunit tous les juifs de la communauté juive de Troyes. Et chose rare, nous connaissons exactement le déroulement de ce procès. Des 13 juifs qui ont été brûlés parce qu'ils n'ont pas voulu abjurer leur religion, qui sont considérés comme courageux. Et tout à fait un hasard a fait qu'on a retrouvé à la bibliothèque Vaticane le texte des noms et des faits de cette époque. Elle est mise à grand mal, la malheureuse Jean, et ce n'est pas sa faute si la rage la prend. Car d'entre eux sont brûlés maints preux, braves et gens, qui n'ont pu pour leur vie donner rachat d'argent. Notre joie est troublée, troublée notre déduit, car ceux que la Torah occupait sans répit, étudiant sans fin et de jour et de nuit, ils ont reconnu Dieu, et tous ils sont détruits. De la félonne Jean nous souffrons ces douleurs, à bon droit nous pouvons bien changer de couleur. Dieu, prends-nous en pitié, entends nos cris, nos pleurs, car nous avons perdu maint homme de malheur. En place est amené Rab Isaac Châtelain, qui pour Dieu laissa rente et maison tout à plein. Il se rend au Seigneur, riche était de tout bien, bon auteur de Tosphot et bon auteur de plein. Lorsque la noble femme vit brûler son mari, le départ lui fit mal, elle en jeta grand cri. Je mourrai de la mort dont mourut mon ami. Elle était grosse, aussi grand peine elle souffrit. 2 frères sont brûlés, un petit et un grand, le plus jeune s'effraie du feu qui l'or s'éprend. Haro, je brûle entier, et l'aîné lui apprend, au paradis tu vas aller, j'en suis garant. La bru, qui fut si belle, on vint pour la prêcher, pour te tenir bien cher, nous t'offrons écuyer. Elle, aussitôt, contre eux, commença à cracher. Je ne laisserai Dieu, vous pouvez m'écorcher. D'une voix tous ensemble ils chantaient, haut et clair, comme des gens de fête qui dussent caroler. Leurs mains étaient liées, ils ne pouvaient bâler. Jamais on ne vit Jean si vivement marcher. Le félon, le maudit les brûlait, irrités les uns après les autres. Alors, un kadosh, « Fais grand feu, méchant homme !» Il osa l'outrager. Elle fut belle la fin de Biendicte d'Aviray. Il y eut un noble homme qui se prit à pleurer. « Pour mes enfants je pleure ici, désespéré, non pour moi. » Il se fit brûler sans plus tarder. Ce fut Simon, Sopher, qui sut si bien orer. Les prêcheurs sont venus Isaac Cohen quérir. Qu'il abjure ou sinon il lui faudra périr. Que me demandez-vous? Pour Dieu je veux mourir. Prêtre, je veux l'offrande de mon corps lui offrir. Tu ne peux échapper puisque nous te tenons, deviens chrétien. Mais lui aussitôt, non. Pour les chiens je ne veux laisser Dieu ni son nom. On l'appelait Chaïm, le maître de Brinon. C'était « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge » par Michel Chilovitz, avec la participation de Samuel Abramovitch. Le poème « L'autodafé de Troyes », adapté en français moderne par Edmond Flegg, était dit par Daniel Lebrun, chargé de réalisation Nicole Salerne. Demain, Paris et les Juiveries du Moyen-Âge.